parlant de la ligne rouge, les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez imposé cette ligne rouge. Et pourquoi ils veulent comprendre? Je suis dans le cadre de la sécurité, non? Pourquoi ils veulent comprendre? Aujourd'hui, 90% des litiges, là, des affaires à la justice concernent les terrains. Il y a le problème des fausseurs. Si on décèle qu'il y a des faux, bien évidemment, on dénonce. Si on ne repense pas, à partir d'aujourd'hui, notre école. Et cela coûtera très cher à notre pays. Cela coûtera très cher à notre pays. Le gouvernement va avoir des problèmes. Donc, il faut accroître les recettes non pétrolières pour résoudre le problème des travailleurs. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à ce premier numéro de dossier en mai de 2013. Toute l'équipe de l'émission vous souhaite une très bonne année, l'année qui a justement commencé par un changement donc au sommet de l'administration étatique. Le 21 janvier à midi, Emmanuel Nadjinga dépose sa démission à 14 h. Le président de la République nomme un autre Premier ministre, Djimranga Dadnadji Joseph. Celui-ci va devoir prendre fonction le 22 janvier, juste 24 heures après sa nomination. Le tout nouveau Premier ministre forme alors son gouvernement le 25 janvier. C'est un gouvernement composé de 42 membres. Des attentes, préoccupations, mais surtout de grands défis les attendent. Ce numéro de dossier en mai est essentiellement consacré à l'entrée en scène de cette nouvelle équipe gouvernementale. Analyse, décryptage avec 4 invités. Mandonodi Gilbert, juriste et politologue, président d'honneur de l'APLFT, l'Association pour la promotion des libertés fondamentales. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ali Abdelrahman Hagar, économiste, recteur de l'Université de N'Djamena. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Ensuite, Lambatim Hélène, juriste, enseignante à l'université, vice-présidente du Conseil économique, social et culturel. Vous avez plusieurs casquettes, madame, et je précise que vous intervenez ici en tant que membre de la société civile. Vous avez été pendant longtemps militante des droits de la femme, c'est bien cela? Oui. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci. Enfin, monsieur Mahamat Nasser Hassan, ancien ministre du pétrole, doctorant chercheur à l'université de Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Avant le débat, je vous propose de suivre ce reportage. C'est un reportage signé Assirana Matingal. Le quinquennat de la Renaissance, dédié au monde rural, à la femme et à la jeunesse, va devoir prendre fin dans 3 ans. Mais de son côté, le temps se livre à son jeu favori. Selon les circonstances, il passe vite, parfois lentement. On a justement l'impression que le temps passe vite, eu égard aux nombreux défis à relever, même s'il est incontestable que des progrès remarquables ont été déjà réalisés. Si la priorité est accordée au monde rural, à la femme et à la jeunesse, il faut reconnaître que le Tchad est un pays à part entière et que bien d'autres domaines ne peuvent être occultés au seul profit de ces 3 secteurs. Tout ceci rend complexe la tâche du gouvernement de la Renaissance. C'est dans cette circonstance qu'arrive à la tête du gouvernement Joseph Djimranga Dadnadji. L'homme a mis sur pied un gouvernement de 42 membres, dont 8 secrétaires d'État et 34 ministres. Mais comment a-t-il fait pour porter son choix sur ces 42 personnes sur plus de 11 millions d'hommes que compte le pays? S'agit-il d'une simple géopolitique ou d'une équipe aux épaules bien larges à la dimension de la tâche qui l'attend et des aspirations légitimes du peuple? En ce qui concerne sa coloration politique, ce gouvernement fait une large place au MPS, le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. Il y a des alliés, mais certains ont perdu des portefeuilles qu'ils avaient dans le précédent gouvernement au profit d'autres et de la société civile qui font leur entrée. La parité homme-femme n'est pas encore à l'ordre du jour dans un pays comme le Tchad où les pesanteurs socio-culturels accordent le premier plan à l'homme. Il y a en effet 5 femmes dans ce gouvernement. Même si ce sont les adultes qui devraient d'abord avoir leur mot à dire, le souci d'impliquer la jeunesse dans la gestion de la chose publique et à prendre en main son destin s'est manifesté à travers le choix de quelques jeunes dans cette équipe gouvernementale. Le vœu d'accorder un intérêt particulier au monde rural, à la femme et à la jeunesse demeure toujours constant dans la formation de ce gouvernement à travers la création de certains départements ministériels. Il y a notamment les ministères de l'Agriculture et de l'Irrigation, de l'hydraulique urbaine et rurale, du microcrédit pour la promotion de la femme et de la jeunesse. Pour de nombreux observateurs et critiques de la scène politique tchadienne, la nomination de Joseph Djimranga Dadnadji à la tête du gouvernement par le président de la République est une rupture avec les nominations politiques
qui occasionnent souvent l'inefficacité de l'action gouvernementale. Pour eux, le président de la République a joué la carte de la technocratie pour asseoir véritablement sa politique de la Renaissance. Alors, Joseph Dimranga Dadnadji a-t-il aussi joué la carte de la technocratie ou a-t-il simplement récompensé les militants? Autrement dit, l'équipe qu'il vient de mettre sur pied a-t-elle la carrure et les atouts pour relever les défis de la Renaissance prônés par le président de la République? Ce ne sont que des interrogations, mais c'est au pied du mur que l'on connaît le vrai maçon. Certains membres de ce gouvernement ne sont pas des novices, mais il y a aussi ceux qui font leur première entrée ou qui font leur retour après avoir déjà dirigé des départements ministériels dans ce pays de Toumaï. Merci. Assira, vous l'avez retenu, messieurs et dames. Le Premier ministre est le chef de l'administration, l'unique instrument d'action politique et chaque Premier ministre l'oriente selon une certaine vision. En attendant de demander au Premier ministre lui-même sa vision, que pensez-vous de cette nouvelle équipe? Nous ferons le tour de la table, mais je commence par ma droite. Je pense que comme on vient de suivre ce reportage, c'est que le chef de l'État a porté son choix sur Joseph Dadnadji. C'est un homme qui a eu une longue expérience dans l'administration tchadienne, très bagagé. Il a passé dans un certain nombre de ministères à la présidence et aujourd'hui il est à la tête du gouvernement. Déjà, avoir un chef d'orchestre qui a de tels atouts, je crois que c'est une grande chance pour le peuple tchadien. Au-delà de ça, lui-même, je crois qu'il a mis quand même la main sur deux catégories, comme le reporter l'a dit, les jeunes et les vieux. Certes, nous avons l'expérience avec le vieux, mais nous avons de nouvelles idées et de sang neuf avec les jeunes. Donc il a essayé de combiner les deux pour amener au bon port la mission qui a été confiée par le chef de l'État. Voilà donc ce que je pense. Selon vous, c'est une très belle combinaison qu'il a faite, le Premier ministre? Je pense que c'est une très bonne combinaison, mais comme tout à l'heure ça a été rappelé, hein, on connaît le vrai maçon au pied du mur. Déjà, mais notre impression, c'est mélange entre le vieux et le jeune, longue expérience avec des sangs neufs et de nouvelles idées, peut déjà l'amener à bien assumer sa mission. Merci. À mon avis, ce serait prématuré peut-être de donner vraiment un avis sur un gouvernement qui vient d'être constitué. Si c'était à 100 jours de son existence, peut-être j'aurais quelque chose à dire, mais qu'à cela ne tienne. Je trouve que c'est intéressant et je crois que le problème n'est pas au niveau de la constitution du gouvernement. Parce que tout Tchadien, tout citoyen est appelé à gérer les affaires de la République. Et le tout, selon le contexte tchadien où nous nous remettons des troubles et qu'il faille vraiment démarrer le développement du pays, il faut bien qu'on compte sur des personnes compétentes. Et si je le dis, je me rappelle lors de l'investiture même du chef de l'État, il a parlé de l'excellence. Il faut instaurer la culture de l'excellence. Et Dimranga Dadnadji répond à cette préoccupation-là, parce que c'est quand même un homme d'État, il a travaillé pendant longtemps dans les rouages, dans l'administration tchadienne. Donc il est bien placé pour organiser et manager ce gouvernement. Mais moi je crois que les appréhensions, c'est au niveau de la responsabilité de chacun. Parce que nous sommes au Tchad et nous sommes dans un contexte très particulier. Et lorsqu'on fait appel à un homme, à un citoyen pour gérer les affaires de l'État, c'est une question de responsabilité personnelle et une question aussi de connaissance des attentes de la population, des connaissances des problèmes de la République. Donc il faut bien que ce nouveau gouvernement essaye de prendre à bras le corps quels sont les besoins de la population et essayer de l'adapter ou bien de l'articuler avec les préoccupations des hautes autorités de la République. C'est peut-être ça, pour le moment, ce que je peux dire. Merci. Je partage votre idée parce que l'excellence, l'intégrité et surtout la compétence ont été à l'ordre du jour du premier conseil tenu. Donc, c'était
mercredi 30 janvier au Palais. Donc nous attendons de voir ce que peut nous... Et si vous le permettez, même à sa nomination, le Premier ministre l'a dit. Exactement. Il a mis l'accent sur la compétence et sur l'équilibre à mettre dans ce gouvernement qu'il attend pour pouvoir embrasser ou bien prendre à bras le corps les problèmes de la République. Exactement. La parole est au recteur de l'Université N'Djamena. Merci, Madame Evelyne. Moi, je crois que j'adhère entièrement à ce qui a été dit par le reporter. On reconnaît le maçon au pied du mur. J'ai suivi le compte-rendu du premier conseil des ministres fait par le ministre secrétaire général du gouvernement. Et ce compte-rendu traduit en fait la nouvelle ligne que voudrait voir faire le président par le Premier ministre. J'ai retenu deux choses dans ce compte-rendu et je pense que les ministres l'ont bien retenu. C'est de faire en sorte que les cabinets ne soient pas des cabinets ethniques, régionaux, confessionnels. Ça, c'est très important. Parce que nous sommes dans un pays où, quelquefois, certains ministres prennent beaucoup de plaisir à transformer les ministères en villages, en ethnie. Et il faudrait bien qu'on arrive, une fois pour toutes, à arrêter cela. Et c'est la première fois qu'un compte-rendu d'un conseil de ministres met l'accent sur cet élément précis. Il est question de construire une nation. Et je crois que l'actuel Premier ministre, qui est un collègue de l'université, nous sommes très contents qu'un de nos collègues soit à ce niveau-là, comprend la mécanique par laquelle se forment les bonnes administrations. Les bonnes administrations n'existent que là où on ne fait recours qu'aux compétences. Et les compétences, elles sont partout, elles sont au centre, à l'est, au nord, à l'ouest, dans la diaspora. Et je crois que c'est une très très bonne chose. Maintenant, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins jeunes et des moins vieux. Il y a des femmes, il y a la société civile. Je suis content avec le retour de la société civile. C'est une ouverture qui peut, à mon avis, participer à la relance du dialogue avec cette frange très importante de notre communauté nationale. Il y a aussi des privés qui sont rentrés dans le gouvernement, des gens qui sont dans le privé et qui ont fait qui ont démontré un certain nombre de choses au niveau du ministère de l'élevage. Mais par rapport à la société civile, je dirais que c'est une très bonne entrée parce que à un moment donné, il faut cesser avec le militantisme de base, mais changer de plateforme pour pouvoir donner aussi son avis, parce que le gouvernement aura forcément l'avis de la société civile et dans le gouvernement, si elle est présente dans le gouvernement, ça serait plus facile de dialoguer, d'échanger et puis d'apporter un plus pour le pays. Je donne d'abord la parole à Maldorji Gilbert. Que pensez-vous donc de cette nouvelle équipe? Merci. Je pense que je partage dans une certaine moindre mesure tout ce qui a été posé comme regard sur cette nouvelle équipe gouvernementale. D'abord, au niveau du format, c'est un gouvernement qui, de mon point de vue, est pléthorique. Et dans un contexte où la question de la gestion des ressources est un élément essentiel, puisque la crise sociale fait qu'il faut avoir une gestion rationnelle des ressources pour faire en sorte qu'on réponde aux demandes sociales. Quand on sait ce que coûte un ministre, je n'ai jamais été, mais M. Nasser est ici, il peut savoir qu'un ministre officiellement gagne dans l'ordre de 1 million, 500 000 ou 2 millions, mais tout ce qu'il y a autour comme charge pour un ministre, au bas mot, c'est dans l'ordre de 5 à 10 millions par mois. Donc, si on un ministre ou un ministère? Un ministre autour. Ok. Ouais. Ou un ministère, hein, si vous le voulez. Ça constitue déjà une charge importante pour le budget. On multiplie par 42. C'est une charge assez importante. Donc moi, je serais attendu à un gouvernement restreint, mais là aussi, c'est justifié. C'est pour des raisons de recherche d'équilibre géopolitique, social, et ainsi de suite. Donc ça peut se comprendre. Mais au niveau du format, je pense que le gouvernement est très lourd, très grand.
Sur le fond, je partage ce qui a été dit. Il y a un dosage très bien fait. Il y a des anciens, ceux qui ont une certaine expérience, et il y a des jeunes avec du sang neuf. Et l'élément qu'on peut noter, c'est que dans la plupart des cas, c'est des gens qui sont compétents, qui sont reconnus à travers ce qu'ils ont fait, que ce soit dans le secteur privé ou dans un autre domaine. Donc ça, c'est une bonne chose qu'on peut souligner. Mais ce gouvernement intervient dans un contexte, peut-être vous voulez déjà aborder la question du secteur, mais je vais d'abord, par rapport au démembrement, il y a certains ministères qui ont changé qui ont été scindés, d'autres ont changé de dénomination. Je voudrais, par exemple, parler du ministère de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance qui a été précédemment rattaché à la justice et qui reprend maintenant son autonomie dans ce nouveau gouvernement. À la culture aussi, on ajoute les arts et la conservation du patrimoine, sans oublier les 3 ministères en charge de l'éducation dont l'appellation a été légèrement modifiée. Qu'en dites-vous? Je pense que c'est une très bonne chose de séparer le ministère de l'assainissement public et le ministère de la justice parce que mettre les 2 ministères ensemble a été mal perçu par l'opinion parce que le ministère était en même temps juge et partie, c'est-à-dire il faisait des investigations et il engageait des poursuites, alors que si le ministère, les 2 ministères sont séparés, les rôles sont bien clarifiés et bien définis et ça va être plus efficace. Donc pour moi, c'est une très bonne chose de les séparer. Au niveau du ministère du développement rural aussi, il y a eu plutôt un secrétariat d'État qui a été créé. Non, oui, l'agriculture. L'agriculture. Oui. Peut-être ça montre la priorité qui est accordée au secteur par rapport au reportage qu'on a vu, par rapport au mandat qui est dédié au monde rural. Donc c'est pour accorder davantage d'attention à ce secteur-là, selon mon analyse. La culture est renforcée? La culture renforcée, c'est une très bonne chose. Vous êtes sans ignorer qu'un certain nombre de sites de notre pays sont déjà inscrits sur le registre de l'universalité. Vous avez Ounyanga et vous avez d'autres sites qui sont en train d'être inscrits. Et il est normal qu'on tienne compte du patrimoine. Le lac Tchad est en danger, il faut se battre pour qu'il soit non seulement un centre d'intérêt pour les géologues et autres hydrologues, mais il faudrait aussi parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de cultures, de civilisations qui se retrouvent, il fait partie du patrimoine et je crois que des démarches sont en train d'être faites pour que tout cela soit inscrit. Voilà. Moi je crois que les changements de nomination, c'est une mécanique qui existe, qui n'étonne pas, mais elle permet de comprendre où s'oriente tel chef de gouvernement, tel autre chef de gouvernement. Déjà, on sent qu'il y a plus d'intérêt pour telle chose que pour telle autre. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a des choses qui ont été ajoutées. Mais au niveau du ministère de l'Éducation en général, à mon avis, ces nominations répondent à un souci de l'actuel Premier ministre qui a été pendant très longtemps directeur général au ministère de l'Éducation. Et je crois que c'est un des dossiers qu'il connaît le mieux, même s'il est rompu à l'administration. Et ce sont des dénominations qui traduisent une certaine vision au niveau de l'éducation en général, enseignement supérieur, primaire, secondaire, base, alphabétisation. Vous avez également vu au niveau de la santé un renforcement par une compétence qui est connue. Ce n'est pas une publicité que je lui fais, c'est le docteur Ngarira. Il est connu par le milieu et je sais qu'il va appuyer son ministre de tutelle. Il a été pendant longtemps le directeur de l'hôpital de référence nationale. Une compétence très avérée dans son domaine. Voilà. Nous saluons ce genre de nomination qui donne de l'espoir dans la traduction, dans la réalité des promesses faites par le chef de l'État au cours de différentes campagnes politiques.
Okay. Par rapport aux attentes de la population devenues aujourd'hui de plus en plus exigeantes, nous allons essayer de passer en revue les secteurs indiqués comme prioritaires. Premièrement, nous avons le secteur rural. Au moins 3 ministères, on vient de le dire, sont concernés. Il y a le ministère du développement pastoral et des productions animales, le ministère de l'environnement et des ressources halieutiques, il y a la pêche, le ministère de l'agriculture et aussi le ministère de l'hydraulique rurale et urbaine, je crois. Bon, à l'agriculture, on vient de le souligner, il y a un renforcement, le secrétariat d'État. Où est-ce que nous en sommes avec une vision extérieure? Que direz-vous de ce secteur? Peut-être que j'aimerais répondre à cette question en disant que il est vrai qu'il y avait ce quinquennat à consacrer, vraiment veut consacrer, du moins converger toutes les forces vers le secteur rural. Et moi je trouve que ce serait peut-être trop tôt de dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Le décor est planté. Donc il était question de fournir le matériel nécessaire au monde rural. Donc on a vu à travers la télé les tracteurs qui ont été mis à la disposition du monde rural. Cela ne suffit pas, parce que très tôt, au cours d'une année de culture, on commence à se plaindre par rapport à la maîtrise même de ces charrues. Donc il fallait plutôt penser aux premiers besoins. Je crois que le monde rural a besoin beaucoup plus de formation pour un départ. Nous avons l'environnement qui évolue, donc l'écosystème, la dégradation de l'environnement et tout ça. Donc il fallait prendre en considération cet aspect-là avant de mettre à la disposition du coup ce matériel de travail. Je crois qu'à mon avis, ça n'a pas beaucoup aidé encore. Donc si on veut mettre l'accent sur le monde rural, il faudrait qu'on redynamise certaines structures comme l'ONDR. Parce que le paysan a besoin d'être accompagné. Il est exposé aux intempéries et tout ça. Vous avez cette année, il y a eu une bonne pluviométrie. Mais vous connaissez les dégâts que cela s'en est suivi et le paysan est resté abandonné à lui-même. Donc moi je crois qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur l'encadrement de ces paysans-là, en accompagnant bien sûr avec ce que le chef de l'État a mis à leur disposition, parce qu'on peut très bien avoir du matériel, mais si on n'a pas de connaissances, on n'a pas d'appui, on ne peut pas produire comme on le souhaite. Et par rapport au monde rural aussi, moi je déplore toujours quelque chose au niveau des gouvernements qui se sont succédés, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les ministères. Parce que l'agriculture a besoin de l'élevage a besoin de l'environnement, donc ils travaillent. Or, je me rends compte que c'est pas Vous l'avez vérifié? Je l'ai vérifié. C'est pas ce que la nouvelle équipe fera, mais pour ma petite expérience, je disais que les activités que chaque ministère mène, en principe, ces activités sont en connexion les uns avec les autres. Or, j'ai remarqué qu'au Tchad, ces ministères évoluent en vase clos, alors qu'ils sont dans un même gouvernement qui, à mon avis, c'est toute une équipe. Donc si on veut vraiment aider le monde rural, il faut que ces 4 ministères essayent de travailler en étroite collaboration, parce qu'ils ont le même bénéficiaire qui est le monde rural. Or, je me rends compte que ce n'est pas tellement ça, et c'est peut-être un conseil que je donne par rapport à la nouvelle équipe. Oui. Par rapport à la nouvelle équipe. Il ne faut pas que ces départements travaillent en vase clos. Ils doivent travailler. Pour la petite histoire, vous ne pouvez pas comprendre que le même jour, à une même date, 2 ministères très importants organisent une activité et vous recevez 2 invitations et vous ne savez où aller. Alors que ces 2 ministères devaient plutôt s'associer pour mener cette activité, et on pourra peut-être avoir un impact beaucoup plus visible. Donc c'est un peu cette préoccupation que j'apporte par rapport à la question. Merci. Oui, je voudrais juste, avant d'évoquer le développement rural et également le démembrement, je voudrais revenir un peu sur les nombres pléthoriques du gouvernement 42. Est-ce que c'est pléthorique, oui ou non? Je pense qu'il y a un objectif qui est recherché derrière ces nombres, c'est l'efficacité. Et je m'avais donné quelques exemples. D'abord, je relative un peu les charges. Pourquoi je relative? Parce que vous prenez 2 ministres, et un ministre avec 2 secrétaires généraux et 2 directeurs généraux. Au niveau des charges, vous avez un ministre avec un secrétaire général, et peut-être il n'y a pas un directeur général.
Mais quand vous fusionnez 2 ou 3 ministères, vous serez obligé de créer un seul ministre, 2 secrétaires généraux, 2 directeurs généraux, ainsi de suite. Donc au niveau de chaque, c'est très relatif. Et généralement, les gens cherchent l'efficacité. Parce qu'un seul ministre étouffé de plusieurs documents devant son bureau, par rapport à un ministre qui a un champ bien défini, je crois que c'est un peu différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de démembrement, lorsqu'on change la dénomination, je m'en vais donner un exemple. Le plus souvent, il y a un objectif qui est visé pour changer la dénomination. Le ministère du pétrole, au départ, c'était le ministère du pétrole tout court. Effectivement, c'était la direction du pétrole au sein du ministère des Mines, Énergie et du Pétrole qui a été érigé en 2002, c'était dans le gouvernement de Kabadi, un ministère du pétrole. Par la suite, on a évolué au ministère du pétrole et de l'énergie, puisque l'énergie a été détachée des mines et rattachée au ministère du pétrole. Ensuite, on a interverti la dénomination. On dit l'énergie et pétrole, l'énergie avant pétrole. Et ça traduit l'importance que le gouvernement met pour résoudre la crise énergétique. Donc le plus souvent, l'intitulé du ministère et le démembrement ont un lien direct avec la mission visée par le gouvernement. Voilà ce que je voudrais effectivement ajouter sur ça. Par rapport au développement rural, vous savez que le développement rural fait partie des secteurs prioritaires, même dans la gestion des revenus pétroliers, selon la loi 001. Donc, de 1999, avant même que le premier baril soit mis sur le marché, le gouvernement a mis l'accent sur le développement rural comme secteur prioritaire. Et je pense que tout ce qui a été fait aujourd'hui sur le développement rural, on ne peut pas dire que c'était satisfaisant, mais il y a quand même quelque chose qui est fait. Les différents projets parlent d'eux-mêmes. Quand vous signez, en commençant par, comme Mme Hélène vient de dire, les tracteurs. Les tracteurs sont là, des milliers. Même s'il faut former, s'il faut assurer une certaine gestion, j'ai suivi, je ne sais pas, dans plusieurs points. L'entretien. Bon, j'ai suivi dans plusieurs points, aussi au nord comme jusqu'à l'est, des paysans qui disent maintenant avec le tracteur, quand on paye 10 000 francs pour un hectare, on a multiplié par 10 notre production. L'effet positif est là. C'est vrai, il faut toujours améliorer, que ce soit au niveau de l'entretien, que ce soit au niveau de formation, et ainsi de suite. Mais le premier pas est correctement mis parce qu'il y a un résultat. Avant 100 tracteurs, moi je récolte, je ne sais pas, 40 sacs de mille. Aujourd'hui, avec ce tracteur, j'ai eu 100 sacs. Ça, on a écouté le président dire ça à la télé. Voilà donc les quelques éléments que je voudrais apporter. Merci. Oui, merci. Moi, par rapport au développement rural, je voudrais simplement mettre l'accent sur le fait qu'on ait désigné un ministre de l'élevage qui vient du privé. Or, vous êtes sans ignorer que dans ce domaine, l'élevage extensif est simplement un élevage de contemplation. Et l'élevage de contemplation, son apport dans le PIB est un apport brut. Or, il faut réussir à rendre l'élevage intensif. Et pour le rendre intensif, je crois que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, veulent un peu profiter de l'expérience de cet opérateur économique qui a déjà à son actif de belles performances. C'est de profiter de son expérience pour voir est-ce que, avec cette richesse qui est très importante, la preuve a été donnée lors de la grande réunion des éleveurs à Wadi Al-Jalid, c'est de voir est-ce que l'expérience d'un homme peut aider à déplacer un mode de production qui est extensif vers un mode de production qui est intensif. Et on sait que c'est par l'intensif qu'on pourra créer des emplois, créer des richesses, exporter, consommer plus facilement, et ainsi de suite. Moi, je crois que ça, c'est une très bonne chose. Et comme l'a dit le ministre Nasser, dans ce gouvernement, il y a un peu plus d'apport des expériences individuelles. Vous avez, par exemple, un inventeur à qui on a confié le ministère du pétrole. Ça fait plaisir aux jeunes qui font de la recherche. Moi, ça me fait plaisir en tant que recteur. Et quand je sais que cette année, le gouvernement a voté un budget très conséquent pour avantager la recherche et la formation des formateurs, lorsqu'on fait des signes comme ça, beaucoup de jeunes gens qui sont en année doctorale ou qui sont déjà en train de faire des grandes recherches, qui sont en train d'enseigner à l'étranger, ça, ce sont des signaux qui donnent un peu plus de vision à ceux qui croient que des choses sont en train d'être faites. Et nous, très sincèrement, en tant qu'universitaire, je salue l'arrivée d'un inventeur dans un gouvernement. Ça, il est jeune,
mais c'est déjà un inventeur. Il a fait ses preuves en tant que conseiller du président de la République, il a fait ses preuves en tant que directeur général de la raffinerie, et j'espère qu'il continuera à faire ses preuves au niveau de ce ministère. C'est vrai, un ministre, quelle que soit sa connaissance, est d'abord un homme politique, mais j'espère que dans le pétrole, il continuera à appliquer ce qu'il a fait et qui lui a valu des prix à l'étranger. Voilà un peu comment je vois les choses. Et parlant de l'énergie, où est-ce qu'on va? Parce que ça demeure toujours une préoccupation. Nous suivons les informations comme tous les Tchadiens et dernièrement, le réseau est déjà au niveau de Djermaï, à ce qu'il me semble. Et en tant que, une fois de plus, excusez-moi de répéter cela, en tant que recteur, je suis d'autant plus intéressé que cette question me permet de fonctionner à Toukra convenablement. S'il y a des petits problèmes à Toukra, c'est du fait de l'énergie. Et je crois que nous attendons, et nous avions suivi le chef de l'État qui a dit, lorsqu'on ouvrait le réseau de Pombalilé, qu'à la fin du mois de mai, s'il plaît à Dieu, l'énergie sera disponible aussi bien au niveau de N'Djamena qu'à sa périphérie. Je crois qu'à l'époque, c'était des promesses, mais là, c'est du visible. On voit les poteaux et les lignes à haute tension qui sont en train de se déplacer. Je ne parlerai pas à la place de Mbaye-Lassem, mais mais je crois qu'il faut qu'il mette la pression, parce que ça fait partie. Le président même lui a dit une fois, au Tchad, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est pratiquement affectif, et un deuxième problème, c'est la ST2E. Maintenant, ces problèmes-là, il faut qu'on finisse vraiment ces dossiers et qu'on ouvre d'autres dossiers. J'espère que d'ici, au plus tard, le mois de mai, on arrive à solutionner cette question. Déjà, en tant que consommateur, je ne le dis pas pour faire de la pub à la Société nationale d'énergie, on sent un tout petit peu d'amélioration au niveau de l'alimentation. Il n'y a pas trop de délestage comme c'était le cas auparavant. Dans certains quartiers, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de délestage, mais il y a d'autres qui continuent toujours d'avoir 1 sur 2, ainsi de suite. Mais on sent un peu de l'amélioration. Je ne sais pas si Gilbert est d'accord, mais voilà. En fait, je vais juste ajouter 2 mots à ce que Ali vient de dire concernant l'énergie et le pétrole, puisque c'est le secteur dans lequel je travaille comme société civile depuis une dizaine d'années. Comme il l'a dit, pour nous, le fait d'avoir comme ministre de l'énergie et du pétrole quelqu'un qui connaît le secteur, qui connaît le domaine, constitue un atout considérable, parce qu'il a travaillé à Schlumberger pendant des années où il a pu faire son invention et ainsi de suite. Donc, ça permet de pouvoir même valoriser les ressources. Parce que les pétroliers ont en face, c'est lui qui connaît le secteur. Donc, ils ne vont pas faire comme si c'est avec des novices. Ça a été le cas avec Nasser en son temps. Je ne sais pas quelle a été sa marge de manœuvre, mais je sais que avoir quelqu'un qui connaît le secteur en face des autres acteurs est un atout. Et donc, ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, en termes d'amélioration aussi, parce que l'énergie dans une économie est le principal facteur de production. Si vous n'avez pas l'énergie, les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas produire. Le secteur éducatif, il l'a dit, on a de très belles infrastructures à Toukra, mais on ne peut pas faire fonctionner normalement l'université parce que le problème de l'énergie reste un problème majeur, parce que même si on doit utiliser, par exemple, du gasoil ou autre, il faut des dizaines de fûts, et ce n'est pas la solution. Donc, si la ligne à haute tension pouvait, si la ligne à haute tension pouvait arriver là-bas, ça peut résoudre déjà un problème. Donc, ça, pour moi, c'est un défi pour le nouveau gouvernement, la question du secteur, la question de l'énergie, même si on a observé une évolution positive depuis ces 2 dernières années. Maintenant, pour revenir à la question concernant le secteur du développement rural, l'agriculture, l'élevage, l'irrigation et tout ce qu'il y a autour, vous savez, dans l'économie, en tout cas tchadienne, ce secteur qui fait partie du secteur primaire représente en moyenne 60 à 65% du produit intérieur brut. Donc, c'est quand même une contribution significative à l'économie nationale. Pendant longtemps,
on est resté dans des pratiques d'économie qui est dans la phase d'apprentissage, c'est-à-dire on n'a pas les moyens de production pour pouvoir avoir une production agricole assez importante et résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et autres. Donc, avec les moyens qui progressivement ont été mis à la disposition du monde rural à travers ou grâce aux revenus pétroliers, à travers les tracteurs et autres, c'est déjà un atout, mais ça ne règle pas encore le problème. Il reste un défi majeur. Aujourd'hui, 46% des Tchadiens connaissent l'extrême pauvreté. Et ça, c'est selon l'enquête Ecocide 2012. 46% des Tchadiens connaissent l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'ils vivent avec, avec 652 francs CFA par jour. 46% de la population. Donc, ça reste un défi pour le nouveau gouvernement qui doit faire en sorte que cet indicateur soit transformé favorablement pour que la richesse nationale puisse profiter et résoudre ces problèmes sociaux. Donc, la couche la plus touchée, c'est le monde rural. Ben, parlons justement de cela. L'épineuse question de la vie chère trouvera-t-elle une réponse dans cette nouvelle configuration gouvernementale? Je crois que d'abord, avant d'aborder cette question de la vie chère ou la cherté de la vie, je voudrais dire un mot sur l'énergie. Je voudrais aborder l'énergie au sens large du terme, c'est-à-dire l'énergie au-delà de l'électricité, l'énergie avec le produit pétrolier. Le chef de l'État, à maintes reprises, avait dit de manière claire dans toutes ses interventions qu'après l'indépendance politique du Tchad, il faut que le pays ait son indépendance énergétique. Comment un pays peut avoir son indépendance énergétique? C'est à travers l'exploitation de ses ressources pétrolières et la transformation locale de ce pétrole, ces hydrocarbures, en ayant tous les dérivés du pétrole. Le gaz à usage domestique, le jet avion, le super, le gasoil et le fioul lourd. Je pense que cette indépendance énergétique prônée à maintes reprises par le chef de l'État a été atteinte. Elle a été atteinte avec la mise en place de cette raffinerie de Djermaya. Non seulement aujourd'hui nous avons assuré l'indépendance énergétique du pays, mais on est même devenu pays exportateur de l'énergie. Ça veut dire qu'on exporte le gasoil au Nord Cameroun, au Nigeria et même en Centrafrique. Maintenant, si on prend maintenant le volet énergie électrique, l'électricité, je crois que depuis l'indépendance, le Tchad a vécu une crise énergétique. Et la raison, c'est très simple. C'est que prenez une ville comme N'Djamena, à l'époque, il y avait 400 000 habitants. Dans les années 60, aujourd'hui, on se trouve, d'après les statistiques, 2 millions de Tchadiens. Donc, normalement, il doit y avoir des investissements qui suivent l'évolution de la démographie, au fur et à mesure, parce que plus de monde, plus de demande à l'énergie. Or, le pays a passé à certaines périodes où il n'y avait pas d'investissement dans le domaine, et subitement, on s'est retrouvé avec une démographie qui dépasse l'investissement actuel. On a beaucoup investi, mais c'est toujours en deçà de la demande. Je crois que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, et il continue à faire. Vous savez, hormis les anciens groupes, il y a la centrale MBH, fournie en 2003, la centrale BID, fournie en 2006, et la deuxième centrale qui est mise en route, je crois qu'il y a 1 an. Et la centrale de Djermaya, qui, selon nos accords, devrait fournir 20 MW en N'Djamena, à travers cette ligne de transmission de haute tension. Je crois qu'il y a 2 semaines, le chef de l'État a même visité les stations de conversion ou de transformation de haute tension à moyenne tension avant qu'on envoie vers N'Djamena et le distribuer sous forme de basse tension. Donc, la première partie de l'énergie, je crois que le gouvernement a quand même mis le paquet et nous avons aujourd'hui notre indépendance énergétique. On est même allé au-delà de l'indépendance énergétique, ça veut dire qu'on n'importe plus, mais on exporte. Indépendance énergétique, ça veut dire que tu n'importes plus. À l'époque, on était dépendant du Nigeria.
dépendant des aléas climatiques, que ce soit au nord Cameroun ou au nord Nigeria, dès qu'il y a une route ou dès qu'il y a un pont qui a des soucis, bon, il y a une pénurie en Yamena parce qu'on importe. Donc, on était dépendant, du point de vue énergie, on était dépendant de pays voisins. Aujourd'hui, nous sommes indépendants, on a sur notre indépendance énergétique, plus on est devenu même exportateur d'énergie. Oui. Mais par rapport à l'énergie électrique, beaucoup a été fait et le gouvernement va continuer également à assurer l'investissement pour juguler carrément cette crise-là. Permettez-moi, ça ne va pas être un dialogue entre mon ami Nasser et moi, mais c'est important ce qu'il dit et c'est important ce que je vais ajouter, si ça peut aider le gouvernement. Moi, je pense qu'au-delà du fait que l'indépendance énergétique soit assurée à travers ce qu'il vient de dire, il y a 3 problèmes que le gouvernement doit résoudre si véritablement on veut que la question de l'énergie soit résolue. Premièrement, on utilise le gasoil. On est le seul pays au monde où on utilise le gasoil pour produire de l'électricité à la SNE. Et ça consomme beaucoup d'énergie fossile. Donc, il faut absolument que les futures centrales qui doivent être construites soient des turbines à gaz où on peut utiliser le brut, utiliser le gaz pour pouvoir produire de l'électricité à moindre coût pour les gens. Si on privilégie l'approche de construction des centrales qui utilisent, par exemple, le gasoil, c'est très, très consommatrice d'énergie. Donc ça, c'est un élément sur lequel le gouvernement doit être attentif pour que une ville comme N'Djamena, comme on dit, ça grandit. Il faut faire des projections non seulement avec 100, 200 mégawatts, mais faire des projections avec 500 mégawatts. Parce que si on développe, on construit un parc industriel, ça va attirer des investisseurs et il faut de l'énergie pour qu'ils produisent. Et donc, ce n'est pas avec du gasoil. Il faut privilégier la construction des centrales avec des turbines à gaz. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, la question des dérivés du pétrole, les produits dérivés. L'un des éléments sur lesquels, en tant que citoyen, je constate qu'on ne ressent pas encore les retombées de la présence de notre raffinerie ici, c'est que les prix continuent à grimper. Et donc, là aussi, il faut que le gouvernement soit attentif pour ne pas que, pour pouvoir rentabiliser la raffinerie, l'année dernière, on a augmenté de 100 francs l'essence, le gasoil. Il ne faut pas qu'en 2013, l'augmentation continue. Il faut que le gouvernement ait une politique qui permette que tout le monde ait accès aux produits pétroliers qui viennent de chez nous. Troisièmement, par rapport à la politique, et je reviens par rapport au secteur développement rural, puisque vous avez cité aussi l'environnement, pour pouvoir mieux accompagner la politique de protection de l'environnement, il faut que le gaz qui est produit ici ne reste pas seulement, le gaz butane je veux dire, ne reste pas seulement comme énergie domestique ici à N'Djamena, mais que ça atteigne les provinces. Toutes les provinces aujourd'hui continuent à utiliser du bois de chauffe ou du charbon alors qu'on a du gaz en abondance ici. Donc il faut développer une politique pour que le gaz atteigne les villages, le milieu rural et les grands centres urbains. Voilà ce que je voulais ajouter parce que ce sont des éléments importants pour l'économie. Il y a la pauvreté, le manque d'énergie, mais également la vie chère qui sont des grands défis pour ce nouveau gouvernement. Je repose ma question. Est-ce que la cherté de vie va trouver une solution avec cette nouvelle équipe? Allez-y, madame. Je crois que ça dépend, ça dépend de la volonté de cette nouvelle équipe d'attaquer le problème de cherté de vie. Moi, vous venez de me présenter comme vice-présidente du Conseil économique, social et culturel. Nous avons organisé une session carrément sur le thème la cherté de vie. Et nous avons même fait des propositions à l'ancien gouvernement pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on trouvait une solution. Mais je crois que la crise de la cherté de vie, c'est au-delà même de la politique gouvernementale. Parce que dans le contexte mondial, je crois que c'est tous les pays qui parlent, qui décrivent cette cherté de vie. Et vous voulez dire que c'est un phénomène qui aura du mal à être maîtrisé? C'est un phénomène qui aura du mal à être maîtrisé. Mais
on peut toujours trouver une solution idoine. Lorsqu'on parle de cherté de vie, il faut essayer de distinguer la cherté de vie par rapport aux denrées de première nécessité et à d'autres denrées. Et peut-être le gouvernement peut trouver une solution par rapport à la question de pauvreté, comme vous l'avez dit. Il y a les denrées de première nécessité au moins. Hein. Si le gouvernement fait un choix pour se préoccuper de cette situation-là, nous avons parlé de la cherté de vie par rapport au prix du mil. On produit du mil ici au Tchad, mais en saison pluvieuse, le citoyen lambda ne peut pas accéder à un sac de riz. Et pourtant, c'est produit ici au Tchad. C'est pour ça que j'ai déploré la mise à disposition des producteurs, des charrues et autres. J'attends de voir les résultats parce que si on parle de denrées de première nécessité, viande... Vous êtes très attaché aux charrues apparemment. Très attaché aux charrues parce que j'étais très contente quand on distribuait des tracteurs. Oh voilà. Voilà, vous voyez, je suis resté encore dans le contexte, le contexte classique et puis des charrues justement qui ne permettaient pas. Donc, des tracteurs, je m'excuse. On a mis les tracteurs à la disposition des producteurs, mais je viens d'acheter un corot de riz au marché à 1000 francs encore, du riz produit au Tchad, à 1000 francs, et au mois de janvier. Donc il y a un problème. Et je me dis, d'accord, le gouvernement est là, il vient d'arriver, mais il ne faut pas qu'il perde de vue cette question de cherté de vie. Et moi, je lui conseillerais, parce qu'il ne peut pas régler tous les problèmes de cherté de vie, parce qu'il faut tenir compte du Tchad dans un environnement aussi international. Mais au moins, il pourrait avoir un plus en prenant vraiment en compte la question des denrées de première nécessité. Parce que Gilbert parlait du Tchadien qui vivait 652. À 652. Et si déjà, avec 600, je ne peux pas avoir un corot de riz, comment je vais vivre? Donc moi, je mets l'accent sur les denrées de première nécessité, le riz et le mil que le Tchadien a l'habitude de consommer, et la viande qui est produite au Tchad. On ne peut pas manger à sa faim. C'est déjà un problème. Donc le Conseil économique a fait des recommandations, a fait de bonnes propositions au gouvernement, et je saute là-dessus. Je crois qu'on va encore revoir ce problème, continuité de ce problème, pour encourager le gouvernement à prendre en considération cet aspect. Parce que c'est tellement important. Pourquoi même dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté, il y a eu des programmes qui ont été mis en place. Et il y a eu aussi le programme d'autonomisation de la femme et tout ça. Mais ça n'a pas encore atteint un niveau où on peut parler d'indépendance dans ce domaine. Merci. Vous avez aussi votre point de vue à apporter à cette question? Moi, je crois que la cherté de la vie s'explique de deux manières. Il y a une manière qui est tout à fait objective, c'est un peu l'étroitesse du marché, c'est les lois classiques de l'offre, de la demande, c'est le pouvoir d'achat révélé par mon ami Gilbert. Il y a des facteurs qui sont comme ça, on ne peut pas tout de suite leur trouver une solution. Mais il y a une autre raison, et celle-là, il faut la prendre à bras-le-corps. Ce sont les spéculations et les spéculateurs ou les spéculants, ça dépend. Et de ce point de vue, je voudrais que le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique, parce que la question alimentaire est une question de sécurité publique. Il faudrait que de ce point de vue, on sévisse, et le verbe n'est pas très fort, qu'on sévisse normalement sur ceux de nos compatriotes qui veulent s'enrichir rapidement sur nos difficultés. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une spéculation sur le ciment, il y a une spéculation sur le fer à béton. Il y a même des petites spéculations sur le carburant. Vous êtes sans ignorer que, Dieu merci, aujourd'hui, quand vous voyagez, il y a un peu de stations et partout. Je fais un voyage dernièrement, j'ai remarqué que le prix est le même au niveau de toutes les stations. Mais même de ce point de vue, il faut être très vigilant. Et moi, je crois que par rapport à la question du riz, depuis quelques années, nous sommes devenus un très bon producteur de riz. Malheureusement, le prix a stagné. Pourquoi? Parce qu'il y a la spéculation. Vous avez le mil. Le mil devait être moins cher. La raison qui doit concourir à la disponibilité de mil, c'est que nous avons un peu plus de routes asphaltées, un peu plus de routes
qui sont en bon état. Et ça doit normalement réduire le prix de la marchandise qui doit quitter le Salamat pour venir à N'Djamena ou Doba pour aller à Abéchi. Malheureusement, malgré l'effort fait dans le domaine des infrastructures, le prix des denrées alimentaires est resté stagnant. Et ça, ce n'est pas un effet économique, c'est un effet de spéculation commerciale pure et simple. Et la responsabilité, à mon avis, du ministère du Commerce est engagée. Je crois que on fait beaucoup de clins d'œil à ceux-là qui rendent la vie difficile aux autres. Il y a aussi la responsabilité des associations qui sont très dynamiques, comme l'association des consommateurs, qui commence déjà à montrer sa présence. Et je voudrais ici dire à ceux-là qui n'aiment pas la société civile de comprendre que la société civile, c'est tout simplement un contre-pouvoir institutionnel. Ils sont nécessaires parce qu'ils permettent d'attirer l'attention sur tel ou tel phénomène. La question du pétrole lampant, c'est une question qui est réelle. Et je ne sais pas si vous avez suivi attentivement ce qu'a dit Gilbert. Si on change de mode de production de l'énergie électrique, on peut nécessairement déboucher sur une diminution du prix au kilowatt-heure. Et ça aussi, l'énergie, c'est une denrée très importante qui est liée étroitement au fonctionnement de la petite entreprise, de la moyenne entreprise, de la vie dans les ménages, etc. etc. Et vraiment, l'attention du gouvernement est attirée. Et je crois que les gouverneurs qui doivent faire des rapports mensuels sur la situation de leur région doivent rentrer dans la synergie pour que la question du développement en général soit une question étroitement liée aux décisions qui se prennent à N'Djamena, qui peuvent se prendre à Moundou, qui peuvent se prendre à Béchi, et ainsi de suite. Il y a des gouverneurs, par exemple, qui interdisent que de leur région sortent certaines denrées. Bon, ça se comprend du point de vue local. Mais globalement, quand il y a un bon mécanisme de suivi, ce sont des protectionnismes qui n'ont pas leur raison d'être dans un même pays. Mais, donc, oui. Moi, je crois qu'il faudrait que le ministère du Commerce ait une direction, je crois, de la répression qui existe au niveau du ministère du Commerce, que ce ministère-là, par cette direction, commence à faire normalement le travail. Et s'il y a des gens qui font de la spéculation, il faudrait qu'ils répondent de ce genre de comportement, franchement, pas du tout citoyen. Moi, je vais relever un autre phénomène, vous venez de le souligner, c'est le ciment de Baouré. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe exactement pour ce... J'aimerais dire un mot dans le siège de ce que Ali a dit. Vous êtes impatient. C'est lié aussi à la question de spéculation et des ententes commerciales qui sont anticoncurrentielles et contraires aux lois du marché. Le ciment est vendu par un réseau de quincailleries qui détermine et fixe leur prix, n'est-ce pas? Ça, c'est comme ça qu'on joue sur la mécanique des prix et on fait monter l'inflation. Pour le ciment de Baouré, depuis que ça a été inauguré, que c'est sur le marché, le citoyen lambda ne peut pas avoir accès à ce ciment parce que là aussi, c'est des groupes d'intérêt qui le contrôlent. Donc, forcément, ce n'est pas à la disposition du public. Et ça fait que les autres fournisseurs qui vont chercher du ciment au Cameroun ou au Nigeria sont obligés de continuer à monter du prix et à le faire accepter par les gens. Donc là aussi, c'est un élément, si on veut lutter contre la pauvreté, on veut améliorer les conditions de vie des populations, ça doit être un sujet d'attention pour le nouveau gouvernement, pour faire en sorte que des deux choses l'une, soit la cimenterie de Baouré a la capacité de produire du ciment et de le rendre disponible pour tous les citoyens qui veulent avoir un habitat décent, alors que des mesures soient prises pour que les ententes ou les monopoles ou les circuits soient des circuits transparents permettant à ce que le ciment soit accessible. Soit elle n'a pas la capacité de pouvoir satisfaire tout le marché, c'est le cas, il faut alors prendre des mesures pour ne pas que ça joue sur le prix des importateurs qui mettent le ciment sur le marché. Donc ce sont des éléments tout à fait essentiels dans les règles du jeu par rapport à la vie chère. Maintenant, un autre élément par rapport à la vie chère aussi, on a
l'inflation. Donc la hausse des prix est liée à ce qui a été dit tout à l'heure par Ali. Et on peut observer un contraste. Quand on prend de 2003 par exemple jusqu'à 2012, on a un taux moyen de croissance du PIB de l'ordre de 8%. Et quand on regarde aussi l'inflation, c'est à peu près dans l'ordre de 7-8%. Donc on a une croissance économique, mais une croissance appauvrissante, parce que c'est ça qui se répercute sur le pouvoir d'achat des gens. Les gens ne peuvent pas avoir de l'argent pour pouvoir acheter un sac de riz à un prix abordable. Donc je tiens à souligner cela, et ça constitue un défi pour le ministère du Commerce pour que les prix baissent et que le citoyen lambda puisse avoir un pouvoir d'achat qui soit revalorisé. Oui. Oui, et je crois que la question d'énergie... ça vous tient à cœur? Non, c'est une question très importante, puisque c'est l'élément clé même d'un développement socio-économique d'un pays. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas parler de développement social et économique. D'abord, je suis d'accord avec mon délégué Gilbert sur la cherté d'un kilowattheure généré par gasoil comme source d'énergie. Nous avons fait des études de prix. Il y a deux extrêmes. L'électricité qui est générée par des sources thermiques, le gasoil, le fioul, le gaz, sont le plus chers. Et le moins cher, c'est l'énergie nucléaire. Alors, nous, au Tchad, on a commencé par l'énergie thermique et surtout avec le gasoil. Et même le gasoil, à l'époque, on l'importait. Ouais. Aujourd'hui, il est produit localement. Déjà, le gouvernement a vu ces côtés des chertés d'énergie générées par le gasoil. Déjà, la centrale Farsha 1. La Farsha 1 qui a été mise en route en 2006, c'était une centrale composée de 3 groupes bicombustibles. C'est-à-dire que c'est des groupes qui peuvent tourner au gasoil et au fioul lourd. Et on a fait même un petit calcul économique. Le gasoil et le fioul lourd importés d'un pays voisin, arrivés ici, quand on utilise le fioul lourd, il y aura une baisse de facture de moins 30% par rapport au gasoil. Ce qui a fait qu'également, même Farsha 2 a été conçu pour fonctionner avec soit gasoil, soit fioul lourd. Donc, maintenant, bon, il y avait des problèmes techniques, des problèmes internes au niveau de la société qui n'ont jamais pu faire tourner le groupe là avec des fioul lourds. Sinon, il y aura même à l'importation une baisse des factures de 30%. Maintenant, nous avons le fioul qui est généré localement au niveau de la raffinerie. Maintenant, il faut voir si la quantité permet effectivement d'alimenter la centrale de Yémen ou pas. Parce que déjà, la centrale de Chinois à Yarmaya fonctionne au fioul lourd. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de quantité? Parce que le fioul lourd sort du brut. Donc, il y a un pourcentage. Vous envoyez un baril dans la raffinerie, vous avez le gaz qui sort en premier lieu, deuxième lieu, le naphtha qui est transformé en essence, vous avez le kérosène, une partie on laisse kérosène, une partie on le transforme en jet A1 pour l'aviation, vous avez le gasoil, vous avez le fioul lourd, qui est le dernier produit de brut. Donc, c'est un pourcentage. Donc, le pourcentage qui sort à la raffinerie aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant pour alimenter et la centrale de Yarmaya et la centrale de N'Djamena? C'est la question qui se pose. Mais sinon, on peut même à l'importation si on importe le fioul lourd par rapport au gaz, je crois que le gaz est plus moins cher que le fioul lourd. Mais malheureusement, on n'a pas assez de quantité pour faire tourner le turbine à gaz jusqu'à aujourd'hui. On a un peu de quantité à Sidiki, qui est encore à 300 km de N'Djamena. On a un pipeline, c'est tout. Bon, le pipe, c'est déjà un investissement. Il faut voir maintenant, quand tu fais la tarification, tu prends tout l'investissement, les amortissements et ainsi de suite. Donc, c'est une question qu'il faut également voir. Honnêtement, le prix qui a été fixé, ce n'est pas juste dans le but d'amortir rapidement. Je vais même donner un exemple. En 1998, nous avons vécu une pénurie ici au Tchad. Le pétrole ou l'essence à la pompe coûtait 1000 francs. Un pays voisin, que je ne vais pas citer son nom, c'était ce pays-là qui nous vendait, je ne sais pas le nom, qui nous envoyait le produit pétrolier. Et lorsque les gens ont appris que l'essence se vend à 1000 francs au Tchad, même le stock de sécurité a été enlevé pour l'amener au Tchad. Maintenant, la pénurie est passée dans ce pays-là et puis le Tchad a été inondé de produits.
Donc nous devrons faire beaucoup attention avec notre raffinerie. Il faut que le prix à la pompe soit un prix concurrentiel avec les pays voisins. Auquel cas nous aurons la fraude dans un sens ou dans l'autre. Soit on enlève tous nos produits parce que c'est moins cher, on va vivre une pénurie, soit la raffinerie va rester avec ses produits parce que c'est trop cher, on va importer. Oui. Donc c'est un équilibre. Au-delà de l'objectif de chercher à amortir rapidement, et ainsi de suite. Par rapport à la cimenterie de Baoré, je pense que, je veux dire un mot rapidement, c'est qu'on est venu de très loin. Depuis les années de l'indépendance, le Tchad a cherché les voies et moyens pour avoir son autonomie en ciment. On n'a pas pu. Il fallait, je crois que j'ai fait les études de faisabilité quand j'étais ministre de l'énergie. Et l'inspecteur général du ministère m'avait dit que c'est cette étude-là qui a permis maintenant d'installer la centrale, la cimenterie de Baoré. Bon, à un mois donné, le prix était homologué. C'est l'État qui fixait le prix. Mais je pense qu'il y a un mois, le ministère du Commerce a pris un arrêté pour libéraliser le prix. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez le ciment qui vient de la Turquie, le ciment qui vient de Dangote du Nigeria et d'autres du Brésil, ainsi de suite. Donc le prix est libéralisé. Donc, maintenant, je crois que c'est une question de demande et de l'offre, et voir maintenant comment notre ciment produit localement va agir dans cet environnement de prix libéralisé. Okay. Voilà, ça ne va pas. Déjà, même quand le ciment est produit ici, le gouvernement fixe un prix, il n'a pas été à mesure de faire respecter ce prix. À plus forte raison, si le prix est libéralisé et que des ententes se forment, le prix va grimper et on va toujours faire face à ce problème. Ça, c'est un. Oui. Deuxièmement, pour revenir à la question de l'énergie, puisqu'elle est importante, je pense qu'il faut changer la matrice énergétique en combinant les possibilités d'avoir une énergie à moindre coût, parce que ça peut beaucoup aider. Si on continue à utiliser le gasoil pour les centrales ici, ça représente un coût. Je crois que pendant... Ali a été administrateur, donc il peut nous le dire. Chaque année, la ST2E recevait environ de 40 à 60 milliards de subventions, je pense, si je ne me trompe pas. Ça a commencé par 6 milliards, et jusqu'à mon départ, c'était 30 milliards. Voilà. Donc ça représente quand même un coût important pour le budget de l'État, et je pense que si on arrive à changer, ça peut aider à faire des économies. C'est difficile à plusieurs raisons, à plusieurs éléments. Au-delà du gazole qui est cher, je suis d'accord, déjà le source est cher, mais le deuxième élément, c'est que vous savez, à l'époque déjà on me dit sur la consommation, la ST2E facture 50% de consommation. Sur le 50%, elle récupère et recouvre 60%. Vous imaginez un peu? Déjà, même ce qui est produit cher et vendu n'est pas recouvré à 100%. Ça, c'est notre élément. C'est ce qu'on appelle la gestion commerciale de la société. Donc, on est d'accord. Déjà, l'énergie est chère, mais au-delà de l'énergie, il faut qu'on arrive à recouvrer 100% de ce qu'on a vendu, même si c'est cher. Et là, c'est un problème de gestion commerciale, et je crois que l'ancien gouvernement a commencé à amorcer des réformes dans ce domaine. Peut-être effectivement l'un des défis du nouveau gouvernement, c'est effectivement de penser à cette gestion rationnelle. Et à son temps, on a même proposé le contrat prépaiement. Maintenant, c'est les contrats prépayés, donc ça règle... Qui règle ce problème de facturation de 50% et recouvrement de 30%. Ok, merci. La baisse de niveau reste une gangrène dans ce secteur. Le recteur de l'université de N'Djamena pourrait nous en dire plus, parce qu'on commence d'abord par le primaire, le secondaire, pour achever dans le supérieur. Mais par rapport à demain, parce que mon inquiétude, c'est que demain, plutôt que d'importer des machines-outils, on risque d'importer des hommes pour travailler à notre place. Et là, ça va être vraiment cher pour l'économie de notre pays. Vous êtes sans ignorer que le monde est en train de rentrer dans un mode économique assez complexe, où l'économie du savoir commence à prendre sa place. Et là où il n'y a pas d'école, il n'y aura pas d'économie du savoir. Et quand il n'y a pas d'économie du savoir, le problème de la qualité des ressources humaines va nécessairement se poser. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il faut s'arrêter un temps soit peu et voir la question de la baisse de niveau par le bas. On a commencé à voir cette question un peu par le haut, on est descendu au milieu, maintenant il faut aller carrément vers le bas et reprendre un plan ou un programme, ça dépend de ce que l'on mettra dans le contenu de cela, mais reprendre vraiment une démarche assez cohérente
à partir pour parler plus simplement, parce que vos auditeurs ont besoin de comprendre, à partir de la maternelle, le primaire, le secondaire, le supérieur, ça prendrait 13 ans, 15 ans, 3 plans quinquennaux, et on va rattraper un certain nombre de choses. Parce que le Tchad, tel que l'a dit le chef de l'État, s'il doit être un pays émergent en 2025, il va falloir préparer une génération qui soit à mesure de supporter la compétition internationale, régionale et sous-régionale sur le plan du savoir-faire. Et de ce point de vue, il y a un travail à faire. Je sais que beaucoup de ressources sont en train d'être mises sur le terrain de la formation de l'éducation. Vous êtes sans ignorer qu'on est passé de 14 lycées à une centaine de lycées, des collèges, etc., etc. Et je disais justement à un ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, le professeur Mackay, je lui disais maintenant, dans ces contenants, il faut mettre un contenu. Et là, c'est les élèves, c'est les enseignants, c'est la responsabilité pas simplement de l'État, c'est la responsabilité des parents d'élèves, etc., etc. Je crois qu'il y a des choses que nos décideurs ne savent pas. Mais il faut porter ces choses-là à l'oreille des décideurs. Est-ce que les Tchadiens savent que lorsqu'un enfant tchadien quitte N'Djamena du CE2, s'il est le fils d'un Tchadien qui doit travailler à Dakar, par exemple dans le cadre de la SECNA, s'il est au CE2 au Tchad, à Dakar, on le reprend au CEP2. S'il est au CM2, on le reprend au CE2. Et s'il est au lycée, alors là, on le ramène carrément au primaire. C'est aussi une question d'orgueil national, cette dépréciation qui réduit un certain nombre de choses en termes d'image. Bon, au niveau de l'université, là également, il y a des choses à faire. Nous sommes une des rares universités parce que du point de vue âge, l'université de N'Djamena est aujourd'hui l'une des plus vieilles de la sous-région. Mais la densité des enseignants de rang magistral laisse à désirer. Et je suis très content que cette année, dans le budget, il y a un plan triennal qui a été prévu pour répondre un peu à ce genre de besoins. Donc, Madame Evelyne, je crois que c'est aussi votre rôle. Faisons en sorte que la question de la baisse de niveau ne soit pas simplement une question ponctuelle. C'est une question liée au développement à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous êtes encore jeune, dans 25 ans, vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de dire. Vous risquerez d'avoir énormément d'étrangers. Je ne suis pas contre le fait que les étrangers viennent travailler ici, mais vous risquerez de les avoir à tous les niveaux, même à des niveaux insoupçonnés, si on ne repense pas à partir d'aujourd'hui notre école. Et cela coûtera très cher à notre pays. Cela coûtera très très cher à notre pays. Je dis que tout ce que le président de la République dit, c'est sa vision de développement du pays. Mais cela doit être traduit en actes par les hommes que nous sommes. Chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités. Absolument. Voilà. Je crois que pour appuyer un peu ce que vient de dire le Dr Ali, c'est que la richesse d'un pays ne se traduit pas par sa richesse naturelle, qu'il soit pétrole ou coton ou richesse minérale, mais c'est plutôt par ses ressources humaines bien formées. Un pays riche, ce n'est pas le pays qui a le pétrole ou le gaz ou le coton, mais c'est un pays qui regorge des ressources humaines bien formées. Je me veux donner un exemple. Le pétrole. Qu'on les cherche à 4 000, 5 000 mètres sous sol. Vous revenez toujours au pétrole. Oui, parce qu'il y a des exemples très parlants de ce qu'elle vient de dire. D'accord. Ce pétrole qui se cache à 4 000, 5 000 mètres, le géologue bien formé le trouve dans sa petite cervelle. Avant de dire au foreur, va forer dans tel endroit, tu vas trouver à 4 000 mètres ce pétrole-là. Dans sa petite cervelle. Il le trouve dans sa petite cervelle avant d'aller forer dans la nature pour y accéder. Donc, je crois que tout ce qu'elle vient de dire là, moi je suis d'accord. Le défi du nouveau gouvernement, c'est effectivement de mettre l'accent sur l'éducation. Auquel cas, cette génération actuelle, si elle est partie, la génération future va avoir vraiment à importer
demain dans l'étranger pour venir travailler. Vous êtes épouse, vous êtes femme, vous avez beaucoup lutté pour les droits de la femme, vous êtes enseignante, juriste et tout. La baisse de niveau et l'éducation ne doivent pas seulement être l'affaire du gouvernement, cela doit aussi préoccuper les parents. Oh, ça, le parent, il est toujours face à sa responsabilité. Hein. Mais le parent, moi, j'ai eu une déformation d'internationaliste. Le parent, il vit dans un environnement. Hein. Le parent fait ce qu'il a à faire, mais il appartient au gouvernement de le faire. Tout à l'heure, mon collègue, M. Abdraman, a dit, d'accord, il y a beaucoup de collèges, beaucoup de lycées et tout ça, mais l'apport entre la construction des collèges et lycées et la construction des hommes, hein, la valorisation des ressources humaines, ça pose problème. Je suis enseignante, vous l'avez dit. Et ce problème de baisse de niveau, je l'ai connu. Et j'ai été militante des droits de la femme. J'ai fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation à plusieurs niveaux. Donc, je défends les droits de la femme et je lutte pour la participation massive des femmes à la prise de décision, d'accord. Mais il se pose un problème. Hein. Bon, je me dis toujours que le Tchad revient de loin, avec tout ce que nous avons connu comme conflit, comme trouble et tout ça, ça nous a retardé un tout petit peu. Ça nous a retardé. Et ça a créé un comportement que j'appelle un comportement de la vie facile. Le Tchadien, il est habitué à la vie facile. Vite aller, vite avancer. Hein? Quand bien même il n'a pas les compétences requises, il n'a pas les qualités requises, il veut vite aller. Parce que tel est là, et on venait de le dire au départ, le gouvernement, ce nouveau gouvernement dit qu'il ne faut pas qu'un ministère devienne un village et une ethnie. Le problème vient de là aussi. Hein? Je deviens ministre, je veux rapidement mettre mes parents là et faire de directeurs et tout ça, tout en sachant qu'ils n'ont pas les qualités requises. Pour ne pas regretter le jour où je quitterai le ministère. Ils n'ont pas les qualités requises. Au lieu de penser à investir dans l'humain, donc investir dans les ressources humaines. Hein, je suis ministre, j'utilise l'argent pour payer la formation d'un parent, je l'amène à l'école, je le mets dans une... S'il veut faire une formation professionnelle, je le fais avant de penser à le positionner. Je crois qu'on résoudra facilement le problème. Il ne faut pas qu'on accuse tout le temps les parents. Les parents, ils font ce qu'ils font. Mais il y a un environnement dans lequel il faut que dans la chaîne de cet encadrement d'un jeune Tchadien jusqu'à ce qu'il devienne opérationnel dans la vie active, il y a des responsabilités à tous les niveaux. La grosse part revient au gouvernement. La grosse part revient au gouvernement. C'est une question de politique. Je prends par exemple, il y a le programme Éducation pour tous en l'an 2015. C'est bien, le gouvernement a fait ses preuves en construisant des édifices et tout ça, mais moi je trouve que l'accent n'a pas été suffisamment mis sur la formation des ressources humaines. Parce qu'on déplore aussi la qualité de ceux-là qui forment au niveau primaire, les enseignants, les maîtres, les maîtresses. On a parlé, c'est comme un adage, on rigole avec, on dit que conjuguez-moi le verbe goyavier et tout ça, mais écoutez, c'est une réalité. Nous qui sommes enseignants, ça remonte. Oui, Ali, il faut reconnaître qu'on a des partenaires qui nous ont aussi induits en erreur. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je dis par exemple, certains choix faits par la Banque mondiale et imposés à nos pays ont été tout simplement catastrophiques. Il y a des pays il y a un pays très pauvre qui s'appelle Cuba. Cuba aujourd'hui, voilà un pays qui n'exportait rien d'autre que le sucre et qui a mis l'accent sur la formation et la santé et qui a aujourd'hui... Ils ont les meilleurs médecins. Les meilleurs médecins, ils les exportent et ils exportent également leurs professeurs à l'étranger. Vous avez un pays qui n'est pas loin de nous qui s'appelle la Tunisie qui a mis l'accent sur la formation de qualité et aujourd'hui tous les grands cabinets d'études sont tunisiens. Moi, je vous assure que, de ce point de vue, des efforts sont en train d'être faits, des instituts sont créés, des universités sont créées, des écoles sont en train d'être construites. Il faut maintenant mettre de l'argent pour que l'élève tchadien, mis en face de l'élève camerounais, n'ait pas à rougir d'être tchadien. Pour que l'universitaire tchadien puisse, non seulement, maintenant on connaît des collègues qui vont enseigner au Cameroun, à l'UCAC, la preuve c'est notre professeur, notre ami qui est là, Gilbert va enseigner au Cameroun, etc. Que cela devienne une logique, que cela devienne pas une exception,
mais une règle. Et ça, c'est une question qui peut se faire en 10 ans. Parce que l'éducation nationale, on la corrige en 5 pour une partie, en 10 pour une deuxième partie et en 15 au plus. Et en 15 ans, on sera dans 15 ans, on sera à 2025. Et là, il sera plus facile de parler d'émergence parce que les ressources humaines sur lesquelles repose tout développement seront effectivement des ressources humaines de qualité qui vont porter très très loin les grandes visions. Sinon, vous risquez, c'est un dossier qui me passionne, et quand aujourd'hui je discute avec un certain nombre de mes collègues, je me dis, nous avons 50 ans, d'autres ont 60 ans, que sera le Tchad demain? Deux ou trois choses. Premièrement, pour me référer au compte rendu du premier conseil des ministres aussi, on a eu un signal très positif par rapport à la question en lien avec l'éducation. Il y a eu un concours qui a été organisé au ministère de l'Environnement pour recruter des jeunes de différentes régions où on s'est rendu compte que ça a été simplement des gens qui ont été ramassés parce que tel a un frère au ministère ou tel, et ainsi de suite. Et c'est des milliers de gens qui ont été recrutés. Et dans le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, il a été recommandé l'annulation de ce concours pour pouvoir organiser un concours sur... Ça, c'est un élément essentiel pour lutter contre le népotisme, le problème de compétences, parce que si les gens ne sont pas recrutés sur des critères de compétences, ça pose un problème. Deuxièmement, la question de l'adéquation de la formation en liaison avec l'emploi. On a vu aussi que dans la structure des 3 ministères du secteur éducatif, à chaque fois, il est mis la dimension formation à chaque fois. Et c'est un élément essentiel parce que l'éducation, le système éducatif ne doit pas être une machine à faire des chômeurs. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a un chômage frictionnel au lieu d'un chômage structurel. C'est-à-dire, il y a des postes et les gens qui sont formés ne sont pas à mesure d'y travailler. Ce n'est pas la structure de l'économie qui fait que les gens ne peuvent pas avoir de l'emploi, mais il y a des possibilités d'emploi. Les gens, heureusement, il y a des instituts de formation, il y a des écoles qui forment les gens qui peuvent directement être opérationnels. Donc, dans ce programme, à moyen et long terme, il faut aussi intégrer le fait qu'il faut former pour pouvoir tenir compte du marché de l'emploi. Très bien. Nous n'allons pas mettre fin à ce débat sans parler de l'UST. C'est un dossier brûlant pour lequel le gouvernement n'a aucun délai de grâce. Qu'avez-vous comme contribution ou conseil à apporter aux deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et l'UST? La question de l'UST, je crois qu'il faut le placer dans le contexte national dans lequel tous les hommes politiques parlent de dialogue. Je crois qu'on a privilégié le dialogue du point de vue discours politique ou autre, mais on n'a pas vraiment contribué à l'ancrage de ce dialogue social au niveau du pays. Et puis, bon, peut-être je déplore, comme on le disait, lorsque nous parlons du nouveau gouvernement, et je parlais au départ de la responsabilité de chaque membre du gouvernement à mener à bien sa politique ou bien à mener à bien son cahier de charges. Donc, par rapport à la question de l'UST et du ministère concerné, la fonction publique, vous voyez, cette crise de l'UST a finalement traîné au point où c'était à un autre niveau que le problème a été résolu. Or, nous savons bien qu'au niveau de l'UST, il y a quand même 3 têtes. Il y a l'UST, il y a le patronat et il y a l'État tchadien qui font partie d'un bloc dans le cadre de ce problème de travail. Et ils n'ont pas réussi à résoudre cette question parce que je crois qu'on l'a minimisé au niveau du ministère, dans un premier temps. Il a été minimisé au niveau du ministère. Or, la question du travail, la question d'un syndicat, ça touche, je ne sais pas, le nerf même de l'État. Certains trouvent que les fonctionnaires, bon, c'est un tout petit groupe, mais sans ces fonctionnaires, rien ne peut marcher. Donc la question des syndicats doit être repensée. Et ces questions, moi je suis contre, bon, je le dis honnêtement, je suis contre ces genres d'accords signés intergroupes et tout ça pour essayer d'accéder à une paix sociale et autres. Non, il faut revoir la question autrement. Si le pays veut bien résoudre
du moins ne pas revivre cet exemple de crise que nous avons vécu, il suffit de respecter les engagements pris au niveau de la tripartite même. Quelles sont les obligations des uns et quels sont les devoirs des autres? Et on en serait là. C'est le gouvernement qui encourage ce genre de contrats, des petits contrats signés par des centrales syndicales par-ci, par-là, et il encourage ce désordre-là. Alors qu'on a bien un cadre qui est bien établi, le BIT est l'organe fêtière et les États, et chaque année, les syndicats, les groupes, le patronat et l'État vont, ils s'organisent. Ils s'organisent et ils se réunissent. Donc il y a quand même une ligne directrice à tracer. Or, on encourage justement cela, et ce qui fait qu'on défavorise un groupe, on favorise un groupe. Et l'UST, je trouve que c'est normal, l'UST c'est un droit quand même, et le pays le reconnaît à travers la Constitution. Donc il faudrait bien que chacun puisse prendre ses responsabilités. Mais c'est des petites querelles de personnes qui ont... Vous l'avez déjà dit, merci beaucoup. Ali. Moi, je salue d'abord l'arrivée au gouvernement d'un certain nombre de ministres qui sont connus pour leur capacité d'écoute, qui sont connus compétents. Et moi, je crois que ça, c'est très important. À un moment donné de ma vie, j'ai eu à assumer un certain nombre de fonctions à un niveau très élevé. Et le plus grand tort qu'on fait à un président de la République et à un Premier ministre, c'est d'être arrogant avec les partenaires sociaux. Moi, je conseille les ministres qui sont chargés de ces dossiers-là. Franchement, le chef de l'État écoute pendant 24 heures. Comment un ministre se fatigue d'écouter les partenaires sociaux? Et j'ai l'impression que certaines crises viennent du fait du manque du savoir-faire et du savoir-être des gens qu'on désigne à ces niveaux-là. Et moi, je suis convaincu qu'avec l'arrivée, je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront, avec l'arrivée de ces ministres-là à un niveau et à un autre, il y a un que je connais très bien depuis le lycée, il est habitué à ce genre de pratiques, il est conciliant, il est politique, il avance. Avec l'arrivée de ces ministres, les choses vont aller au mieux. Et c'est le conseil que je donnerai également au Premier ministre, l'intransigeance ne paye pas. Ce sont des partenaires sociaux. Maintenant, je dirais aussi la même chose à mes amis de l'UST, à mes amis syndicalistes, qu'il faut toujours voir ce qui nous unit. C'est diviser, c'est facile, mais il faut qu'on construise quelque chose autour de ce qui nous rapproche. On n'est pas des ennemis dans un pays. Nous ne sommes que des adversaires partageant un certain nombre de convictions, se différenciant sur un autre. Mais pour avoir été proche du chef de l'État, j'ai dit à nos amis ministres, à messieurs et mesdames les ministres, rendez la vie facile aux deux grands décideurs du pays en leur donnant la possibilité d'avoir un tout petit peu de repos. Parce que souvent on fait appel au président, souvent on fait appel au Premier ministre, parce qu'en bas, il y a quelqu'un qui refuse de rencontrer les gens, qui raconte un peu sa vie. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez, ils vont faire ce qu'ils veulent, etc. Ainsi de suite. Donc le dialogue avec l'UST, à mon avis, va revenir. Il a déjà commencé à revenir. Je suis content qu'un certain nombre d'arrêtés aient été pris par l'équipe de monsieur l'ancien Premier ministre. Le nouveau va marcher sur cette plate-bande-là. Et nous, on n'a pas envie vraiment qu'on écoute des communiqués dans un pays où on cherche à faire d'autres choses que d'appeler les gens à sortir, à rentrer, et ainsi de suite. Franchement. C'est pas très original. Et avec l'année 2013, si on peut nous épargner, déjà notre pays est en train de faire de grandes choses à l'étranger. Oui. J'ai vu des Maliens défiler avec le drapeau tchadien. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas heureux et qu'on ne dise pas à nos ministres supporter les partenaires sociaux pour qu'il n'y ait pas. Oui, c'est une année de bonheur, donc nous allons vraiment rester dans ce sillage. De respect, de dialogue. Exactement. Cette crise sociale est consécutive à une crise de distribution liée à la question de la répartition et la gestion des ressources. Très rapidement, je pense que le point d'attention, s'il y a eu cette crise, c'est parce que l'une des réponses que le gouvernement a essayé, ou des explications que le gouvernement a essayé d'apporter aux syndicats, c'était qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour pouvoir supporter la charge salariale liées au protocole d'accord et aux augmentations qui sont demandées. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'avec les revenus pétroliers,
les recettes ordinaires de l'État ont continué à baisser. Et ça, c'est une tendance qu'il faut inverser parce que si les prix du pétrole chutent sur le marché international, le gouvernement va avoir des problèmes. Donc, il faut accroître les recettes non pétrolières pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir une marge de manœuvre pour résoudre le problème des travailleurs. Le gouvernement lui-même est très conscient qu'effectivement, les ressources pétrolières pèsent très lourd sur ce qu'on appelle les ressources ordinaires ou les recettes ordinaires. C'est à peu près 68% des ressources ordinaires proviennent de ressources pétrolières. Donc le gouvernement était très conscient, et là j'ai vu même dans leur note de présentation à l'Assemblée, c'est que le gouvernement va travailler sur le voies et moyens pour augmenter les ressources ordinaires hors pétrole. Ça a été consigné, et un engagement qui a été pris par le gouvernement précédent devant l'Assemblée. Je crois que le gouvernement actuel va emboîter le pas. Mais je suis très optimiste par le fait qu'après un temps de flottement, un temps de perturbation, les négociations ont repris entre le partenaire associé et le gouvernement. Dans cette nouvelle équipe, il y a quand même des cadres qu'on les connaît très bien dans leur façon de dialoguer et dans leur façon de dialoguer avec les partenaires sociaux. Et ils ont fait leur preuve en apportant des contributions réelles pour résoudre un certain nombre de crises par le passé. C'est déjà un atout pour le nouveau gouvernement. Voilà ce que je voudrais ajouter sur ce que les autres ont de dire. Ok, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous les techniciens qui m'ont aidé à réaliser l'émission, téléspectateurs et auditeurs. Je vous remercie, je vous dis merci et je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, dans 2 semaines pour un autre dossier. Bonne suite de programme sur l'ONRTV. Au revoir.